Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des actions qui selon moi méritent toute notre attention en ce moment. Elles couvrent des secteurs très différents, les matériaux de construction, les spiritueux haut de gamme et bien sûr la tech avec une action incontournable de l'IA. Et on aura pour tous les goûts, aussi bien PEA que compte titre. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous présenterai mon avis personnel et mes attentions sur chacune des positions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit mot sur l'actualité économique avec le congrès de spécialistes de Jackson Hole. Pour info, Jérôme Powell a fait sa dernière intervention en tant que président de la Fed. Son mandat s'achève en mai 2026 et Donald Trump ne cache pas son intention de le remplacer. L'événement a surtout mis en lumière le bras de fer entre la Maison Blanche et la Fed. Powell a insisté sur l'incertitude liée à la politique économique américaine, tandis que Trump pousse pour des baisses de taux rapides afin de stimuler l'activité. Derrière lui, plusieurs candidats à la succession se positionnent, plus ou moins colombe ou faucon, autrement dit, plus ou moins favorables à une forte baisse de taux. C'est un sujet majeur car les décisions de la Fed conditionnent directement les marchés financiers et donc nos investissements. Allez, on commence avec les matériaux de construction, avec une action PEA que j'ai en portefeuille avec un PRU à 125 euros. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos car j'adore cette entreprise. C'est Heidelberg Materials, l'un des plus grands producteurs mondiaux de matériaux de construction, ciment et béton. C'est une action très liée aux infrastructures et à la construction. Ce qui rend Heidelberg intéressant en ce moment, c'est son exposition à la transition écologique. L'entreprise investit massivement dans la capture et le stockage de CO2 et elle veut être pionnière du ciment vert. Elle bénéficie également des plans de relance en Europe et aux États-Unis qui soutiennent la demande en infrastructure. Elle fait partie des 5 méga-tendances aux côtés de SPI et Siemens. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo du 13 juillet où je vous présentais en détail le plan de relance allemand. Financièrement, Heidelberg affiche une structure solide, un bilan sain et un rendement attractif pour les actionnaires. C'est une valeur plus discrète que d'autres, mais qui a toute sa place dans un portefeuille long terme diversifié. L'avenir s'annonce radieux pour Heidelberg. C'est un pur player au niveau de son positionnement géographique. 46% de son chiffre d'affaires est fait en Europe, 26% en Amérique, 17% en Asie-Pacifique et 11% en Afrique et Asie orientale. Vous pouvez constater ses fortes ambitions anti-carbone et sa réorientation vers l'actionnaire et les acquisitions. Voilà, après le béton et les infrastructures, changement complet d'univers, direction les spiritueux haut de gamme avec Pernod Ricard. C'est une autre valeur que j'ai en portefeuille avec un PRU à 118 euros. J'accompagne la baisse progressivement depuis les 180 euros. Là, on est donc dans un tout autre univers que la tech, celui des spiritueux haut de gamme avec des marques iconiques comme Absolut, Chivas, Jameson ou Martell. On va voir pourquoi Pernod Ricard est en chute libre depuis mai 2023. C'est parce que les investisseurs regardent de très près deux choses. D'un côté, la reprise en Chine, qui est un marché stratégique pour les spiritueux premium, et de l'autre, la situation aux États-Unis qui reste le premier marché du groupe. Côté Chine, il y avait beaucoup d'attentes, et pour l'instant, la reprise est bien plus timide que prévu. Alors on voit bien que la consommation n'a pas retrouvé la même vigueur qu'avant la crise, ce qui pèse sur les ventes haut de gamme. Oh mince! Par contre, à long terme, la Chine reste une carte maîtresse, la classe moyenne s'élargit, le goût pour les produits premium progresse et Ricard a une vraie force de frappe commerciale là-bas. Aux États-Unis, la problématique est un peu différente. On a des craintes autour des taxes à l'importation et à un ralentissement du marché des spiritueux. Ce qui inquiète certains analystes, c'est que les ventes US stagnent alors que c'est historiquement le moteur de croissance le plus solide du groupe. Mais il faut aussi regarder le tableau d'ensemble. Pernod Ricard reste extrêmement rentable avec des marges solides et surtout une capacité à répercuter l'inflation dans ses prix grâce à la puissance de ses marques. Peu de groupes peuvent se permettre ça. En plus, la stratégie de montée en gamme fonctionne. On parle moins de volume et plus de valeur, ce qui à terme soutient la rentabilité. Quand on parle de spiritueux français cotés en bourse, il y a souvent deux noms qui reviennent, Pernod Ricard et Rémy Cointreau. Et même si les deux entreprises partagent une image haut de gamme, leurs modèles sont en réalité très différents. Et c'est justement là qu'on voit pourquoi je préfère Pernod Ricard. Rémy Cointreau, c'est avant tout un acteur très concentré sur le cognac avec sa marque emblématique Rémy Martin. Rémy Martin pèse à elle seule près de 70% des ventes. Résultat, l'entreprise est ultra dépendante d'un seul segment et encore plus d'une seule région, la Chine et plus largement l'Asie. En bref, ce qui explique les grosses difficultés actuelles de Rémy Cointreau, dès que la consommation en Chine ralentit ou que la demande sur le cognac se tasse, c'est toute l'entreprise qui plonge. Les derniers résultats l'ont bien montré avec une chute importante du chiffre d'affaires et des marges. A l'inverse, Pernod Ricard est beaucoup plus diversifié. On parle de plus de 80 marques dans son portefeuille. Cette diversification lui permet de résister beaucoup mieux aux cycles économiques et aux évolutions de la consommation. Pernod Ricard est fort en Europe, solide aux États-Unis et bien implanté en Asie.
Ce maillage mondial lui donne une stabilité que Rémy Cointreau n'a pas. Si on compare les chiffres, c'est encore plus parlant. Ricard génère près de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires contre à peine 1 milliard pour Rémy Cointreau. On est clairement sur deux catégories de poids différents. Et en bourse, même si Pernod Ricard peut sembler moins luxueux, il reste beaucoup plus solide. Ok. Avec une meilleure visibilité à long terme et un profil défensif plus rassurant pour les investisseurs. Pour moi, le choix est fait entre la concentration risquée chez Rémy Cointreau et la diversification mondiale de Pernod Ricard, je préfère Ricard. Pernod Ricard actuellement sous les 100 euros, c'est pour moi un prix intéressant, le dividende est aux alentours des 4,5%, ce qui est confortable. L'objectif de cours haut est à 156 euros, ce qui fait une potentielle plus-value de 55%. Pour être plus modéré, l'objectif de cours moyen est à 110 euros, qui fait quand même un plus 10%. Et chez Investir, l'objectif de cours est à 120 euros. Le journal des finances Investir précise, je cite, que le cadre s'est précisé pour les taxes douanières qui vont coûter 80 millions en 2025-2026, mais la consommation reste faible aux États-Unis et en Chine, la valorisation reste modérée, le dividende inchangé devenu attrayant et le nouveau plan d'économie peuvent toutefois inciter à prendre date. Tiens à rappeler qu'un objectif de cours est absolument pas gage de vérité, mais peut permettre à détecter le courant de pensée du moment. Allez, on va maintenant parler des résultats d'Nvidia, une entreprise que j'ai également en portefeuille avec un PRU à 117 $. Les résultats ont battu les attentes, mais le chiffre d'affaires des centres de données, les data centers, eux, ont été juste légèrement au-dessous des attentes du marché. Nvidia en même temps est tellement haut, 4,5 milliards de capitalisation, le marché à ce niveau-là ne pardonne rien. On constate que l'objectif était à 41,3 milliards pour le chiffre d'affaires des data centers et Nvidia aura fait juste 200 millions de moins. À cause de cette petite différence, Nvidia est descendu à 172 $ pendant l'annonce. Mais on peut constater qu'on a eu une progression constante des revenus des data centers. On pourrait se dire que le Q2 2026, c'est moins bien que prévu, alors ce serait le début d'un ralentissement, mais le chiffre d'affaires de 46,7 milliards sans la moindre vente des puces H2O à la Chine, imaginez si les contrats avec la Chine se passent bien, ça va encore exploser. Elle a donc augmenté son chiffre d'affaires de 56% à plus de 46 milliards de dollars. En ce qui est de ses prévisions pour le troisième semestre, c'est 54 milliards à plus ou moins 2% et ce chiffre n'inclut pas les ventes en Chine. Et on peut constater que d'après ce graphique tiré de Fiscal.ai, l'activité data center de Nvidia attire toute l'attention, mais sa division gaming enregistre également discrètement des chiffres records et Nvidia connaît également une croissance remarquable dans sa division automobile. Je vais pas refaire toute la présentation d'Nvidia, mais c'est un leader incontesté des GPU et un acteur clé de l'IA et du cloud. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est sa situation actuelle avec la Chine. On sait que Washington a limité les exportations de puces haut de gamme vers Pékin pour des raisons de sécurité nationale, mais ça a mis un vrai coup de projecteur sur le risque. La Chine, c'est environ 13% du chiffre d'affaires d'Nvidia, donc ce n'est pas négligeable. Pour contourner ça, Nvidia a travaillé sur une nouvelle puce adaptée aux restrictions, la B30A, qui vient d'être validée par le gouvernement américain. Donc c'est un compromis, la Chine peut acheter, Nvidia peut vendre, mais évidemment avec des marges probablement plus faibles que sur les modèles phares. Ce qui est intéressant, c'est que même malgré le contexte, Nvidia continue à afficher des résultats hors normes. La demande pour les GPU reste extrêmement forte, que ce soit chez les hyperscalers comme Amazon, Microsoft ou Google, mais aussi chez de nouveaux entrants qui veulent bâtir leur propre infrastructure IA. En fait, on est dans une situation où l'offre peine encore à suivre la demande, ce qui maintient actuellement Nvidia en position de force. Maintenant, le vrai débat, c'est la valorisation. Le titre a déjà fait un parcours fulgurant, et quand je compare avec mon PRU à 117 $, c'est clairement une différence énorme. Aujourd'hui, on achète Nvidia avec un multiple qui intègre déjà une grosse partie des perspectives IA à venir, et même si l'entreprise reste ultra dominante, il ne faut pas oublier qu'AMD pousse aussi des solutions, que Broadcom développe ses propres accélérateurs, et qu'en interne, les géants du cloud travaillent également sur des puces maison pour réduire leur dépendance. En ce qui est de mon avis personnel, en résumé, j'adore Nvidia, c'est une position que je conserve évidemment, mais je renforcerai pas au niveau actuel. Le potentiel long terme reste très fort. Pour moi, maintenant qu'on est sur des sommets, je préfère rester patient et profiter de ma petite plus-value latente. Pour Pernod Ricard, à mon sens, la volatilité actuelle est plus une opportunité qu'un vrai signal d'alerte. Je reste optimiste sur le long terme, mais pour l'instant, je ne compte pas renforcer ma position. Mon PRU à 118 est quand même confortable, mais je pense que le marché pourrait offrir de meilleurs points d'entrée en cas de nouvelle baisse. Si vous avez aimé ce contenu, votre like et votre abonnement m'encouragerait beaucoup car ma chaîne est toute récente. Vous pouvez me dire en commentaire laquelle de ces actions vous intéresse le plus et si vous êtes déjà actionnaire de l'une d'elles. Merci à tous et bon investissement.